Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au débat panafricain. Bon dimanche à tous et partout où vous nous suivez dans le monde. Le monde bouge, l'Afrique avec. Les vents de plus de 120 km à l'heure soufflent aux États-Unis, empiétant même sur la campagne électorale de l'élection qui aura lieu le 6 novembre prochain en Europe. Les populations continuent de prendre la rue, réclamant un bien-être face à l'austérité en Afrique. On reste encore sur le registre des crises, des médiations, mais aussi des empoisonnements et des tentatives de coups d'État. Madame, Monsieur, bienvenue sur la place panafricaine, bienvenue au débat. D'abord, le menu de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au débat panafricain de ce dimanche 28 octobre 2012. Quel avenir pour l'enseignement supérieur en Afrique? La question se pose avec acuité alors que les universités et grandes écoles continuent d'accueillir pour le compte de l'année académique 2012-2013 de nombreux étudiants. Est-ce pour en faire des travailleurs de demain ou des chômeurs bien formés? Les contenus des enseignements cadrent-ils avec chacun des milieux pour la résolution de l'équation un étudiant, un emploi? Sinon, quel serait l'avenir de l'enseignement supérieur sur le continent? Un continent qui est un pays des exceptions, situé un peu au-dessus de l'équateur, le Cameroun, puisqu'il s'agit bien de lui, est-il en train de vouloir vendre, appelons cela, privatiser certaines de ses entreprises d'État? La Camtel serait-elle en voie de privatisation? À qui et à combien de francs? Le débat est ouvert, il est sur la place panafricaine. C'est dans une Afrique marquée par la recherche d'un Français en fuite. Daniel Bègue, c'est son nom. Il est le président de Transparency International France. La Guinée équatoriale l'accuse de diffamation dans le dossier des biens mal acquis et d'entreprises mafieuses sous la casquette d'entrepreneur. Dans quel trou se cache-t-il? Interpol finira-t-il par le capturer? La question se pose et le débat est nécessaire. Pourquoi Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, a-t-il décidé de ne plus renouveler les contrats de 200 Français dans l'armée gabonaise? Voilà une question bien lancinante qui tend à sonner la rupture dans les faits et la fin de la légendaire France-Afrique dans le concret et le pratique. Ali Bongo va-t-il résister aux manœuvres que pourrait susciter sa décision dans les réseaux français? L'interrogation est inscrite au débat de ce dimanche. François Thomas Boniaï n'a pas encore dit son dernier mot après la tentative de coup d'État contre lui le week-end dernier. Qui veut la tête du président béninois et président en exercice de l'Union africaine? Alors que Mme Nkosazana Dlamini-Zuma vient de décider de la nomination de hauts responsables pour l'Union africaine dans la crise malienne et le Sahel, que cherche le président de l'Union européenne, José Manuel Barroso, dans cette région de l'Afrique au même moment? Le débat nous permettra d'y voir plus clair. Tandis qu'en Mauritanie, l'on se pose la question de savoir si le président Mohamed Ould Abdelaziz est sorti de l'hôpital véritablement bien portant. Aux États-Unis, enfin, qui de Barack Obama ou de Mitt Romney deviendra le prochain locataire de la Maison-Blanche à l'issue du scrutin présidentiel du 6 novembre prochain? Les deux candidats sont donnés au coude à coude dans les sondages. Mesdames, Messieurs, place au débat. Bon dimanche. Merci à vous Nadège, bon dimanche, on se retrouve dimanche prochain, vous me permettez d'accueillir sur ce plateau des invités et des invités de marque. Je vais commencer par la République démocratique du Congo avec M. Chandende Enzo Loberi. Je crois, je n'écorche pas le nom. Bonjour et bienvenue au plateau du débat panafricain. Bonjour, c'est Chandende Enzoun. Chandende Enzoun. Voilà. Alors, c'est un nom pratiquement bantou, c'est ça? Oui, c'est un nom bantou. Il est du Bandundu, plus précisément de la tribu de Babunda. Babunda, en République démocratique du Congo. Oui. Alors, vous êtes sur la place du débat. Vous venez précisément parce que, quelque part, vous travaillez dans l'ordre, je veux dire, des pharmaciens au niveau de la sous-région Afrique centrale. Je suis en premier lieu le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de la République démocratique du Congo.
Nous sommes venus dans le cadre de concertation avec les différents confrères de la sous-région Afrique centrale. Après les travaux, j'ai été désigné comme vice-président de notre plateforme, le POPAC. En Afrique centrale? Oui. Alors, je vous accueille avec une actualité qui en réalité fait des choux gras dans votre pays. Il s'agit de l'affaire Chebea. En principe, il n'y a pas eu comparution dernièrement pour le présumé assassin du président de l'Organisation des droits de l'homme. Pour l'Association des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pour les personnes qui connaissent les habitudes des maisons de justice, sous le drapeau, on ne peut être jugé que par ses pairs. Donc, les gens qui ont le même grade que vous. Vous avez constaté que jusque-là, les personnes qui jugeaient cette bande, ils étaient au maximum colonels. Alors que le commissaire divisionnaire principal, Numbi, a 3 étoiles. Donc c'est un général, un lieutenant général au niveau de la police. Pour le juger, il faut que la composition soit faite de ses pairs qui doivent avoir au moins 3 étoiles. En fait, il a été invité comme renseignant pour qu'il devienne comme le principal coupable. Il faut que l'on change la composition de la cour. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, aucun juge n'a 3 étoiles. Vous trouvez que c'est normal. La cour ne peut que se déclarer incompétente. Il faudra aller au niveau de la cassation pour espérer qu'il soit jugé en tant que tel, comme accusé. Alors aujourd'hui, il y a une vive émotion par rapport à cette affaire dans le pays. Est-ce qu'en réalité, la population va réclamer que le général soit jugé, ou bien ça reste une question de justice? Nul n'est censé se rendre justice, sinon nous serions dans la jungle. Il faut respecter les procédures en vigueur. La partie civile n'a qu'à aller devant la Cour de cassation et le droit sera dû à ce moment-là. Et le droit sera dit. J'accueille à côté de vous justement le professeur Emmanuel Duatué, je crois que c'est ça. Duatué, c'est ça. Alors, vous êtes professeur à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala, c'est au Cameroun. Oui, je suis professeur à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Je suis directeur adjoint de l'Institut de sciences de gestion appliquée de cette université, qui accueille plus de 1000 étudiants, jeune université, jeune institution, qui a beaucoup d'ambition, porter le Cameroun et l'Afrique, bien entendu, au même niveau que les autres pays. Alors, les autres pays du monde, c'est ça? Parce que quelque part, vous êtes permanent dans cette université, mais constamment, vous êtes entre les avions pour dispenser des cours un peu partout en Europe. Oui, oui. Comme c'est le métier qui le veut, en général dans l'enseignement supérieur, on a un port d'attache, mais ce port d'attache ne nous épargne pas, n'est-ce pas, de vivre sur parfois plusieurs continents ou sur plusieurs pays. Bon. Alors, professeur Duatué, c'est Duatué. Duatué, oui. Duatué, j'y arrive forcément. Vous avez vécu en Europe aujourd'hui, en principe, on vit la déferlance de la descente des populations dans la rue. Le cas de l'Espagne cette semaine est un peu pathétique et même très sérieux parce qu'en réalité, les populations sont contre les lois ou la règle de l'austérité adoptée par le gouvernement. Pour comprendre le problème espagnol, je pense qu'il faut remonter au début des années 80, lors de l'intégration de l'Espagne au sein de l'Europe. L'Espagne qui sortait d'une période de dictature où les infrastructures économiques n'étaient pas suffisamment développées. On peut dire que l'Espagne est rentrée au sein de l'Europe avec un niveau de vie qui était inférieur à celui
des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, et a vécu malheureusement comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, alors que les infrastructures dans le pays n'étaient pas aussi développées que celles qu'on rencontre dans les 4 pays que je viens de citer. Et c'est quand même tous ces pays-là qui subissent ces coûts, hein, tous ces derniers temps. Oui, ces pays subissent ces coûts parce que vous avez au sein de l'Union des pays qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et l'Espagne fait partie de ces pays qui ont vécu au-dessus de ses moyens. Les pays qui ont vécu au-dessus de leurs moyens, peut-être pendant ce temps, ils puisaient quelque part et ils vont peut-être continuer à puiser, on ne sait jamais. On va accueillir l'expert en management, le monsieur Gabriel Ngolet. Bonjour et bienvenue au débat. Bonjour monsieur Tondi. Alors vous êtes expert en management. Effectivement, je suis expert en marketing, expert également en leadership et management. Et donc, dans le programme de l'UNUDI, de la mise à niveau des entreprises camerounaises, nous les accompagnons à ce qu'elles puissent être, comme on dit, à niveau et pouvoir être compétitives sur le plan international. Parce que, comme vous le savez bien, avec l'arrivée, la mise en œuvre très prochainement du programme des accords économiques, normalement, les accords de partenariat économique, effectivement, les entreprises camerounaises sur le marché international ne seront pas du tout compétitives. Et donc, il fallait faire un travail. Oui, elles ne sont pas du tout. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Donc, il fallait faire un petit travail, non seulement au niveau technique, au niveau des ressources humaines, mais surtout au niveau marketing et commercial. Donc, non, moi, j'accompagnais sur l'aspect marketing et commercial. Je fais partie de cette première cuvée des experts retenus pour accompagner la mise à niveau des entreprises camerounaises. Voilà. Alors, vous ne vous préoccupez pas de l'Afrique, puisque ici, c'est la place panafricaine. C'est vrai que vous êtes au Cameroun, vous n'avez pas de préoccupation. Non, si bien évidemment, nous avons une préoccupation panafricaine, mais comme on dit, il faut d'abord commencer à asseoir les bases là où on est soi-même assis, et c'est à partir de là qu'on peut rayonner effectivement sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous qui sommes ici au Cameroun, nous avons bénéficié pour nous mettre en place de l'expertise des experts internationaux qui sont venus aussi bien du Sénégal et également de Tunisie et également du Maroc, parce qu'eux, ils avaient déjà mis en place cette mise à niveau. Maintenant, nous, lorsque le Cameroun sera à niveau, au niveau de son tissu industriel, nous pourrons donc aider les pays de la sous-région. Aider les pays de la sous-région, c'est justement avec cette pénétration de la Chine. Le Cameroun, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, vient de signer en fait un accord avec la Chine. Une première voiture chinoise produite au Cameroun s'est annoncée en 2013. C'est pour faire quoi? C'est pour limiter ces voitures d'occasion qui viennent de l'Occident, de l'Europe? Je pense qu'il faut d'abord dire que ça, c'est un partenaire stratégique et c'est très très important et c'est une heureuse initiative qu'il faut vraiment saluer. Et il faut dire que tous les Camerounais, d'ailleurs, nous nous plaignons le fait que les rues camerounaises soient inondées par, comment on dit, les poubelles qui ont été importées d'Europe. Si aujourd'hui nous pouvons avoir c'est peut-être la même chose dans les autres capitales africaines. Hein? Mais si le Cameroun peut commencer à avoir des voitures neuves fabriquées ici, là au Cameroun, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé tard, mais l'essentiel est que ce soit finalement là et qu'on puisse avoir des voitures neuves à très bon prix. Alors, on va accueillir un frère du continent, Monsieur Ingani Yacinthe. Il est président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Congo et il est aussi député. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'inviter et de m'accueillir dans vos studios. Alors, je vous accueille avec, c'est vrai, vous travaillez aussi pour l'Ordre des pharmaciens, vous êtes président de l'Ordre des pharmaciens dans votre pays. Il y a une plateforme africaine sous-régionale qui est en train d'être mise en place, mais je vous accueille avec le sujet de l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Yoweri Museveni a été, en fait, il veut jeter l'éponge en tant que médiateur dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, évidemment, ce conflit a des répercussions et des conséquences sur toute la sous-région. C'est donc un conflit préoccupant sur l'ensemble de la sous-région. En réalité, nous avons d'un côté un des plus petits pays de l'Afrique, le Rwanda, avec une très forte densité, plus de 12 millions d'habitants, et puis de l'autre, un pays
5 fois plus grand que la France et qui a une densité relativement faible et se pose donc des problèmes à la fois stratégiques et économiques, des problèmes sécuritaires, des problèmes démographiques et que tant que ces problèmes ne seraient pas résolus, évidemment, ça crée des tensions qui portent des conséquences sur l'ensemble de la sous-région. Et je pense que c'est dans le cadre d'une politique d'intégration de la sous-région que ces problèmes-là pourraient être résolus. Et tant que nous n'arriverons pas à une intégration, d'un niveau d'intégration suffisant au sein de la sous-région, ben, nous aurons toujours ces problèmes qui vont se poser de manière épisodique. Il faut dire que vous êtes un homme politique dans votre pays. Alors, la lecture que vous faites de cette intégration est traîne parce que chacun, dans son pays, les chefs d'État ou bien les leaders, chacun veut faire prévaloir ses prérogatives, ses avantages, ses intérêts. C'est bien dommage parce que on se rend bien compte que l'intégration sous-régionale tarde. Et quand on compare par exemple à la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, considérons par exemple la CEMAC, le commerce intérieur au sein de la sous-région est de l'ordre de 3 à 6% de l'ensemble du commerce sous-régional, alors qu'au sein de l'UEMOA, nous sommes autour de 26%, et naturellement, cela constitue, à n'en point douter, un handicap en ce qui concerne le développement de la sous-région. Et donc, on ne peut que souhaiter vivement que nous allions vers une intégration plus forte de cette sous-région avec des marchés plus importants et une libre circulation des hommes et des marchandises pour pouvoir, comme dans d'autres sous-régions, avoir à booster en quelque sorte la croissance de nos pays. Alors, vous faites une très bonne transition. Je crois que vous connaissez le personnage de Kwame Nkrumah. Vous le connaissez? Parce que avant d'aller prendre la revue de presse de l'autre côté, on va peut-être demander aux uns aux autres, parce que vous voyez son icône qui défile là au fond de l'écran de l'autre côté. Vous le connaissez, professeur Emmanuel? Bien entendu. Il me semble que pour qui s'intéresse à l'histoire de l'Afrique, ne peut pas ignorer qui est Kwame Nkrumah. Nkrumah a voulu offrir à l'Afrique ce que les Européens ont réussi à s'offrir, savoir l'Union européenne. L'Union européenne, à mon sens, les idées de Kwame Nkrumah étaient des idées avant-gardistes, puisqu'il avait très tôt compris que les pays africains ne pouvaient être véritablement des lieux de création de richesse qu'à partir du moment où il y avait une intégration. Malheureusement, comme venait de le dire, tout à fait. Malheureusement, il n'a pas été suivi par ses pairs et nous savons tous le destin, n'est-ce pas, de Nkrumah qui a fini très très mal puisqu'il n'a pas pu mener son projet comme il le souhaitait. Il a été d'ailleurs évincé du pouvoir et il est mort en exil. Vous dites que ce qui est très remarquable dans votre prise de parole, vous dites que l'Union européenne, c'est peut-être un mimétisme ou un copiage de ce que Kwame Nkrumah avait voulu lancer, mettre en place en Afrique. Bien entendu, bien entendu. Il faut reconnaître, donner à César ce qui appartient à César. Les Africains ne le disent pas suffisamment. L'Union européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, Nkrumah l'avait pensé pour l'Afrique et il a été stoppé. Si l'Europe résiste à la crise, si l'Espagne résiste à la crise, malgré les milliers d'emplois qui sont supprimés en Espagne, si l'Espagne ne faisait pas partie de l'Union européenne, on compterait les suppressions d'emplois par millions. Non pas par centaines de milliers, mais par millions. Merci, c'est tout dire. Alors on va aller de l'autre côté pour la revue de la presse. La revue de la presse, la synthèse ou le résumé de la revue de la presse. Cette semaine, c'est avec Mohamed Bachir Ladan. Il est là pour Afrique Presse sur le débat panafricain. C'est tout de suite.
L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Daniel et Stéphane Satrenki. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au débat panafricain. De retour de France, Moudiaïdjou Soumanou arrêté, c'est à la une de la Nouvelle Tribune au Bénin. Le journal révèle que les arrestations pleuvent dans la République. Après Somassé et Togino, c'est le tour de Moudiaïdjou Soumanou d'être arrêté en fin de semaine dernière. Et contrairement aux autres, la Nouvelle Tribune note que l'ancien ministre du Commerce du président Boni Yayi est accusé d'une faute assez brûlesque, atteinte à la vie du chef de l'État. Le quotidien burkinabé Le Pays, pour sa part, s'est interrogé sur cette affaire. Complot politique ou crime crapuleux? Dans cette tentative d'assassinat, Le Pays rapporte que le président Thomas Boni Yayi a eu la vie sauve parce que sa propre nièce, au cœur de l'intrigue, a divulgué l'affaire en se confiant à sa sœur. En ce qui concerne les trois principaux accusés, Le Pays note qu'ils sont aujourd'hui détenus à la prison de Cotonou. Pour le matinal, d'autres proches du président de la République devraient être écoutés jeudi dans le cadre du procès sur le complot qui viserait à assassiner par empoisonnement le chef de l'État. Le matinal a rapporté une série de réactions des responsables d'organisations sociales et politiques. Selon le matinal, d'aucuns lui témoignent leur soutien alors que d'autres sont tout simplement indifférents. En Côte d'Ivoire, le quotidien Le Temps a fait le bilan d'Alassane Dramane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Un régime dans la tourmente, indique le journal, puisqu'en 17 mois de règne, il a connu 15 attaques. La plus récente date du week-end dernier, selon Le Temps, après Bonois, Samo et Azito. Le commando invisible a frappé à Bongouanou. Les forces républicaines de la Côte d'Ivoire n'ont eu d'autre choix que de prendre la poudre d'escampette. C'est ce qu'a constaté Le Temps, qui révèle que des armes ont encore été emportées par le commando invisible. Le Jour Plus, de son côté, a rapporté mercredi que pour mettre fin aux multiples attaques qui frappent le pays depuis quelques mois, le pouvoir a fait appel à des experts israéliens. Le Jour Plus note que ces Israéliens ont dans leur trousse des équipements de pointe. Les frontières et les sites stratégiques du pays sont désormais sous haute surveillance, comme le note Le Jour Plus. Le quotidien Le Temps revient jeudi pour parler du procès de Laurent Koudou-Gbagbo, l'ancien chef de l'État. Après maintes renvois, le procès devrait finalement se tenir vendredi à La Haye. Avant le dit procès, le porte-parole de la Cour pénale internationale, Fatih El Abdellah, a réagi dans les colonnes de Le Temps. Pour lui, l'audience de vendredi pourrait tout changer. D'où la une du quotidien Le Temps. Tout pourrait se décider ce vendredi. Au Sénégal, le quotidien Le Soleil rapporte que des violentes manifestations de Tiatakoun ont accompagné le transfèrement de Cheikh Betio Thioune. Le journal constate que plus d'une centaine de véhicules ont été caillassés et une vingtaine de personnes interpellées par les forces de l'ordre. Le Soleil note tout de même que des dispositions ont été prises par l'État pour faire cesser tout trouble à l'ordre public. Retour de la paix au nord Mali, Doha promet de s'investir, c'était à la une de l'essor, le quotidien malien d'information mardi. Le quotidien national d'information au Mali rapportait que le président malien par intérim Dioncounda Traoré, en visite de travail au Qatar, a trouvé une oreille attentive auprès de l'émir Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Selon l'essor, le Qatar serait disposé à aider le Mali pour le retour de la paix au nord. C'est du moins ce que l'essor a pu retenir de l'émir en personne lors de son tête-à-tête avec le président Dioncounda Traoré. En Afrique centrale, le journal du Tchad a noté mardi grève UST, l'échec de la médiation des religieux. Le journal rapportait que les travailleurs du secteur public ont entamé le lundi 22 octobre une grève sèche de 3 jours. Ils ont observé une pause d'1 mois à la demande des leaders religieux tchadiens alors qu'ils étaient en grève depuis la mi-juillet pour réclamer une augmentation de salaire. Le journal du Tchad a constaté que rien n'a été fait jusqu'ici après la trêve et les syndicats ont appelé à durcir le mouvement.
Au Cameroun, Mutation, mercredi, a fait un décryptage des enjeux et leçons des nominations dans la préfectorale. Le journal a indiqué que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a procédé lundi à un mouvement de grande amplitude dans l'administration territoriale en nommant de nouveaux administrateurs civils, dont une dame promue à la tête d'un département. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste, comme le note le quotidien Mutation. La tentative de coup d'État pouvait-on lire à la une du journal de Bangui.com. Le pouvoir de Bangui aurait échappé à une tentative de coup d'État. 3 suspects ont été présentés au procureur de la République accusés de tentative de coup d'État. Selon le journal de Bangui, ils sont 2 Centrafricains et 1 Tchadien à projeter d'attenter à la vie de l'autorité de l'État et usurper la légitimité par les armes. Il s'agit là des déclarations du procureur de la République dans les colonnes du journal de Bangui.com. Combat contre l'ARC, c'était à la une de l'Observateur en République démocratique du Congo. Le journal s'est interrogé jeudi. La solution viendra-t-elle de Zuma? Point d'interrogation. Le journal rapporte que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, vient d'effectuer une visite officielle en Afrique du Sud où il a rencontré son homologue Jacob Zuma. Dans un communiqué conjoint signé par les 2 présidents, Jacob Zuma s'est engagé à œuvrer pour lutter contre l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. D'où cette question de l'Observateur. La solution à l'épineuse question sur la guerre au Nord Kivu viendra-t-elle d'Afrique du Sud? Remontons à la une de El Watan en Algérie. Une révolution pour rien? Point d'interrogation. Le quotidien algérien s'interroge sur la révolution tunisienne qui a conduit à la chute du président Ben Ali. L'espoir créé par cette chute du régime dictatorial de Ben Ali et l'enthousiasme permis par la réussite des élections du 23 octobre 2011 ne cesse de céder la place au doute en raison de l'absence d'amélioration perceptible dans le quotidien des couches les plus démunies. C'est en tout cas le constat fait par El Watan qui souligne qu'un an après les élections du 23 octobre, le doute s'installe, mais l'espoir reste permis en Tunisie. Parlant justement de la Tunisie, le quotidien Le Temps parlait d'une manifestation hautement politisée avec un mot d'ordre non à la violence. Le journal a révélé que la journée de lundi était assez mouvementée en Tunisie où la course au pouvoir a divisé le peuple et en a fait une marionnette entre les acteurs politiques. Le journal a constaté que les Tunisiens connus pour être des citoyens pacifistes sont aujourd'hui interloqués par cette vague de violence physique et verbale, que ce soit dans la rue, entre les différents sympathisants des partis politiques ou entre politiciens sur les plateaux télévisés. Et puis au Gabon. Gabon Libre parle de la présidentielle américaine. Obama, offensif, dépeint un Romney incompétent en politique étrangère. Selon Gabon Libre, Barack Obama, très offensif, a présenté lundi soir son adversaire républicain Mitt Romney comme incompétent et indécis en politique étrangère. C'était lors de leur dernier débat télévisé à 15 jours d'une élection présidentielle américaine très ouverte. Voilà, chers panélistes, c'est ce que nous a réservé l'attirail de la presse africaine cette semaine. Nous vous quittons en vous souhaitant un bon débat. Bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche Bachir, on se retrouve à dimanche prochain, on retrouve la place panafricaine et mondiale et on va d'abord redonner la parole à monsieur Chandende Nzoun Loberi, lui Bernardin Richard, il est le président de l'Ordre national des pharmaciens de la République démocratique du Congo. En suivant cette revue de presse, c'est pratiquement des instabilités et dans ces situations-là, le médicament, il peut causer beaucoup de problèmes. L'accès, le faux médicament, et ainsi de suite. Est-ce que vous suivez quand même ces actualités avec le souci de faire circuler le meilleur médicament, le bon médicament? En fait, le médicament déjà pose problème dans nos pays, dans ce sens qu'on trouve beaucoup d'intrus dans le domaine du médicament. Et ces gens n'ont aucune déontologie, n'ont aucune éthique professionnelle, ce qui fait que dans la situation normale, les mauvais médicaments circulent.
Dernièrement, quand les différentes organisations douanières se sont retrouvées et ont cherché à pouvoir mieux contrôler les entrées de médicaments, on a dû trouver en 3 jours des faux médicaments d'une valeur de plus de 80 millions de dollars. Ça pose problème. Et quand on est dans une situation d'insécurité, d'ordre public qui est perturbée, rassurez-vous que tous ces délinquants vont se mettre avec les rebelles, avec les militaires, pour pouvoir faire passer leurs marchandises et donner encore plus la mort, puisque le médicament, comme vous le savez, les mauvais médicaments tuent plus qu'une balle. Le mauvais médicament, c'est une bombe à destruction massive et silencieuse. Et ça ne peut être qu'inquiétant quand au Mali, des mois et des mois, il y a des troubles. Ça va casser l'infrastructure. En cassant l'infrastructure, même les bons médicaments qui se trouvaient dans ces coins ne peuvent être mieux conservés. C'est qu'ils vont altérer, et le fait qu'ils sont altérés, ils deviennent de poison, ils donnent plus la mort qu'ils ne donnent la vie. C'est pour ça que je faisais ce lien. L'homme politique Ngani Hyacinthe, alors quand vous faites le lien avec cette situation, vous êtes un politique, vous faites le lien avec ces instabilités fréquentes en Afrique, mais partout là, et la circulation du médicament, il relève un aspect du poison tout simplement et d'une arme de destruction, on pourrait dire massive. Oui, les faux médicaments, les médicaments falsifiés constituent aujourd'hui un véritable fléau dans nos pays et c'est donc un véritable problème de santé publique. Alors, ce qu'il faut relever, premièrement, nous sommes donc dans des pays pauvres ou à revenus intermédiaires et les revenus des ménages, les revenus des populations sont des revenus très modestes. On sait que les dépenses en santé des ménages en Afrique sont extrêmement faibles, notamment en Afrique subsaharienne. Et on sait également que 90% des dépenses de santé des populations africaines sont constituées par les dépenses en médicaments. Donc, vous voyez, le médicament est au cœur des préoccupations de santé de nos populations et on sait que 80% à peu près de ces populations n'ont pas accès aux médicaments de qualité, notamment aux princeps vendus dans des pharmacies qui sont dans nos différentes villes et une très grande partie de ces populations, malheureusement, s'approvisionnent sur le marché et on sait également, notamment en ce qui concerne les pays francophones de l'Afrique centrale, que malheureusement, ce que l'on pourrait considérer comme la solution pour faire un rapprochement entre l'offre et la demande, les médicaments génériques, eh bien, leur promotion, en tout cas, leur poids sur le marché est aujourd'hui relativement faible. Relativement faible. Est-ce qu'on va privatiser aussi la santé en Afrique? Ça, c'est la question qui se pose. Alors, la première direction de cette émission, c'est justement le sujet sur la privatisation, les privatisations en Afrique. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce un drame aujourd'hui, les privatisations en Afrique? Et lorsqu'on se pose cette question, on se pose aussi, il y a une adéquation pour l'État de privatiser les entreprises, mais aussi de répondre aux revendications des populations. Et pour en débattre tout à l'heure, nous partons d'abord au Cameroun. On va aller voir là-bas ce que les Camerounais, journalistes, politiques, leaders de la société civile pensent des privatisations. La privatisation des entreprises publiques camerounaises profite aux entreprises multinationales qui les ont rachetées en premier et beaucoup plus aux fonctionnaires de la République. C'est pas un secret, tout le monde sait que
les entreprises camerounaises ont été privatisées dans des conditions rocambolesques. Donc dans l'absolu, la privatisation n'est pas une mauvaise chose si ça pouvait profiter aux Camerounais. Et ce ne serait pas une mauvaise chose si on pourrait céder la majorité des parts aux nationaux dans les entreprises qui sont au Cameroun, parce qu'il faut quand même savoir que c'est l'argent du contribuable qui a permis de bâtir ces entreprises qui sont aujourd'hui bradées. Quel est le prix de ces privatisations? Quelles sont les conditions de ces privatisations? Dans tous les cas, la privatisation doit profiter aux Camerounais. Parce que lorsqu'on privatise, je pense qu'on cherche l'efficacité, on cherche la performance et pour le bien des populations. Donc si, ma foi, cette privatisation doit profiter à quelqu'un, cela ne doit être qu'au peuple camerounais. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles ici et là cette question est glanée ou elle est ressassée, mais les Camerounais, dans leur grande majorité, ont besoin de voir leurs conditions de vie être améliorées. Et comme je le disais, je l'indiquais précédemment, au risque d'être redondant, on cherche la privatisation pour la performance. Mais si, d'aventure, il est avéré que cela n'est pas le cas, je pense qu'il vaut mieux peut-être rester dans le statu quo. Parce que concrètement, le Camerounais va se dire, s'il y a privatisation, qu'est-ce que ça doit m'apporter? Bon, s'il n'y a pas d'avantage, où il n'y a pas, j'allais dire, une quelconque amélioration de son cadre de vie ou de son niveau de vie, je crois que ça ne sera qu'une chose vaine. Vous voyez que chaque fois qu'une entreprise a été privatisée, elle marche automatiquement. C'est la preuve que les entreprises ne marchaient pas parce qu'il y avait corruption, il y avait détournement massif. C'est peut-être ce qui fait penser aux gens que la privatisation, dans l'absolu, serait une bonne chose. Mais elle profite à qui? Elle profite aux multinationales. Je crois peut-être que c'est un arrangement politique pour que les pays comme la France et les États-Unis laissent le pouvoir en place tranquille contre ces entreprises qui sont bradées. Le code d'investissement dans notre pays semble être obsolète depuis à peu près 20 ans. Elle ne répond plus à l'actualité et à la conjoncture. Elle ne répond plus à la compétence des besoins économiques du moment. Donc, tout coup, elle est dépassée. La deuxième chose que je voudrais noter, c'est qu'en 1992 ou 1996, si mes souvenirs sont exacts, la vague des privatisations qui a mené à la privatisation de Camrail, bien entendu, et de AS Sonel, a produit des effets néfastes. Et ceci était suite au plan d'ajustement structurel que le Cameroun avait signé avec le Fonds monétaire international. Donc c'était une mauvaise option politique de la part de l'État du Cameroun de choisir de faire des privatisations pour des sociétés qui avaient d'une part le caractère social en ce qui concerne l'emploi, le caractère formation en ce qui concerne les jeunes employés et bien entendu il y a un caractère développement. Et l'on note que cette vague de privatisation des années 94 a laissé des pans entiers de la souveraineté de l'État entre les mains des étrangers. En 2002, lorsque ces privatisations ont eu lieu, nous, naturellement, au mouvement progressiste, nous avons produit un document que nous appelons la Canadepa pour dire que nous sommes contre les privatisations toutes azimuts. Si aujourd'hui, Camrail, qui produit du social en ce qui concerne le transport des voyageurs, vous savez dans quelles conditions ces gens-là sont faits. Nous avons la disparition d'Intercity. Et vous voyez aujourd'hui les facturations toutes azimuts que nous avons au quotidien à l'électricité. Cela va sans dire que si nous tirons suffisamment bien les conséquences, il est de bon ton, de bonne politique, que nous passions à quelque chose d'extrêmement important, à savoir éviter, 1, la privatisation pour privatisation, bien entendu, trouver l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour la compétence qu'il faut, et bien entendu, permettre aux Camerounais d'être propriétaires. Parce que dans un monde aussi globalisant, dans lequel la concurrence économique est extrêmement importante, il est bon que la souveraineté de l'État appartient aux Camerounais que nous sommes. Il faut privatiser une entreprise comme Camtel. Parce que Camtel vit des subventions de l'État. Et la Sonatel, qui est l'équivalent de Camtel au Sénégal, fait des bénéfices de l'ordre de 150 milliards de francs par an. Ça veut dire que à Camtel, les gens gèrent mal. Vous comprenez? Mais il y a des pays où ce n'est pas l'État qui gère ni Camtel ni Sonatel. On a libéralisé.
comme en France, par exemple, il y a Free, il y a Orange, il y a beaucoup d'autres entreprises qui font les télécommunications et qui rapportent beaucoup d'argent. Donc, il serait normal qu'au Cameroun, on privatise Camtel. C'est-à-dire c'est urgent, c'est important. Mais il y a un seul hic, c'est la corruption. Est-ce que Camtel va être privatisé dans les normes? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que nous avons encore en mémoire la privatisation de Mobilis, qui est devenue Orange. Ça a été l'objet d'une véritable corruption. Et quand on regarde les exemples de la régie Fercam et Camrail, on regarde l'exemple de la Sonel avec AES Sonel, on regarde l'exemple de la Cinec qui est passée à la Camerounaise des Eaux, on se demande vraiment à qui ça profite. On croyait que c'était pour assainir non seulement et rentabiliser davantage ces structures, parce que quelques-uns disaient que les réflexes de fonctionnaires avaient pris corps dans ces entreprises et qu'elles n'étaient plus rentables. Et on se disait aussi que la qualité du service de ces entreprises allait croître, mais malheureusement, ça ne semble pas le cas. On a beaucoup plus de problèmes d'approvisionnement en énergie, en qualité, en disponibilité. On a beaucoup plus de problèmes en termes de disponibilité de l'eau dans toutes les régions du pays. On a beaucoup plus de problèmes même pour le transport. Allez voir Camrail, c'est des déraillements à tout bout. C'est une espèce d'incompatibilité où on a parfois l'impression que les marchandises sont privilégiées par rapport aux services qui seraient rendus aux populations. Le volet social ne semble pas être très de mise là-bas. Et puis avant de prendre d'autres décisions concernant la privatisation de grosses structures comme celle de la Camtel qu'on annonce souvent, réfléchir à 2 fois avant de prendre ce genre de décision. Alors, voilà ce que pensent les Camerounais, ils sont là, vous les avez suivis. Je vais commencer par le politique. Alors, quand vous suivez les Camerounais, qui en réalité, ça paraît comme un paradoxe, il y a nécessité, mais en réalité, ça ne profite pas aux Camerounais. Et donc, peut-être aux Africains, si on fait la transposition avec votre pays, M. Hyacinthe. Oui, bien entendu. Une entreprise a pour vocation de faire du résultat et de gagner l'argent, et donc notamment une entreprise privée. Et tout naturellement, il y a des secteurs qui restent des secteurs de souveraineté, qui restent des secteurs dans lesquels l'État doit investir, mais pas dans l'optique nécessairement de gagner de l'argent. Et donc je pense que s'agissant des privatisations, naturellement, il faut regarder la chose secteur par secteur, filière par filière, en raison de ce que je viens d'évoquer. Il y a un aspect, peut-être, je vais passer la parole à M. Chandede Nzoun. Est-ce qu'aujourd'hui, les privatisations, ça profite aux nationaux ou aux étrangers? Parce que voilà l'autre pan du problème. De manière générale, quand nous faisons une comptabilité brute, nous nous rendons compte que ce ne sont pas les nationaux qui en bénéficient, que ce soit en termes de richesse ou en termes d'emploi. La plupart de nos pays exigent que c'est seulement quand on n'a pas l'expertise au pays que l'on puisse recourir à l'expertise extérieure. Aujourd'hui, vous allez trouver, je prends le secteur pharmaceutique, en République démocratique du Congo, il y avait une grande société, la DCMP, qui s'occupait de la distribution de médicaments. La venue du Premier ministre Kengo Adondo avec la rigueur a fait que cette entreprise disparaisse. Et la place était laissée aux Libanais. Aujourd'hui, ce sont les Libanais qui sont là. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils font quoi justement là? C'est que quand on regarde la qualité des médicaments, nos lois disent qu'on ne peut pas commercialiser un médicament qui n'a pas été préalablement analysé. Mais ces gens, avant même que le bulletin d'analyse arrive, toute la marchandise ou toute la provision est déjà vendue. Quand on se rend compte que le produit était impropre à la consommation, c'est tard. Mais ce sont des Congolais qui sont morts pendant ce temps. Ce sont des Africains. La situation que l'on trouve en République démocratique du Congo, on peut la transposer dans beaucoup d'autres pays de la sous-région. Et vous savez,
en langage international, on dit quand on trouve les Libanais quelque part, on se dit qu'il y a la merde, puisque ce sont des mouches. Ça signifie que ça ne va pas. Professeur Emmanuel, alors, la question de privatisation, vous avez suivi les Camerounais. Parce qu'au Cameroun, apparemment, ça c'est encore dans les coulisses, Camtel avait déjà fait l'objet des sollicitations depuis 2010. Mais aujourd'hui, on revient pour vouloir privatiser la société. Mais écoutez, le reportage fait dans la rue montre que les intervenants ont une inquiétude. Et cette inquiétude, c'est qui va bénéficier des privatisations. La réponse, il suffit de voir comment les Français ont fait en 1989, quand ils ont décidé de pratiquer des privatisations massives. Le Premier ministre ou le ministre des Finances de l'époque, Édouard Balladur, pour garder les entreprises françaises dans le giron français, avait inventé un mot, les noyaux durs. Les noyaux durs, ce sont des Français, des industriels français, qui ont pris position, n'est-ce pas, dans les entreprises françaises, parce qu'ils considéraient qu'il fallait faire en sorte que ces privatisations restent propriété des Français. Il part de l'idée que si ces entreprises restent propriété des Français, il y a de fortes chances qu'il y ait un patriotisme économique. De la part des détenteurs de ces entreprises, qui sont d'abord des Français. Donc, au Cameroun, ou en Afrique tout simplement, si on pensait patriotisme économique lors des privatisations, peut-être qu'on aurait moins de problèmes que nous n'avons aujourd'hui. On se rend compte que la plupart des bénéficiaires des privatisations sont des entreprises étrangères. Et ces entreprises étrangères viennent gagner de l'argent. Ce sont des spéculateurs qui viennent gagner de l'argent et s'en vont. Il faudra probablement repenser le modèle de privatisation. Penser à ces noyaux durs, penser au patriotisme économique, qui est un mot que l'actuel gouvernement français utilise volontairement. Vous êtes en train de vouloir dire là qu'il faut faire des noyaux durs parmi les nationaux. Bien entendu. En Afrique. Bien entendu. Bien entendu. Il faut faire en sorte que lorsque l'État décide de se désengager dans une entreprise, de trouver des nationaux ou des Africains, peu importe, mais qu'ils soient du continent, et qu'ils prennent possession ou des positions fortes dans ces entreprises. Alors, comment gérer la question du management? Parce que c'est ça le fond de cette affaire. Monsieur Gabriel Mollet. Exactement. Je pense que le professeur Joshua a mis, comme on dit, le doigt dans la plaie. Quand il y a une problématique chaque fois, il faut toujours se poser deux questions. La première, c'est pourquoi? Et la deuxième, c'est comment? Alors, pourquoi est-ce que les privatisations avaient été effectivement proposées par le FMI? C'est parce que ces entreprises, à l'époque, au niveau national, étaient considérées comme des gouffres financiers. Et ces entreprises, ayant des ressources sociaux, finalement, ne pouvant pas remplir ces objectifs-là, on ne trouvait plus de moyens pour pouvoir remplir les objectifs. Donc, le FMI est venu pour demander aux différents pays qu'il faut se séparer de ces entreprises-là en leur montrant que non, en les vendant, on pourrait avoir de l'argent, en ouvrant effectivement qu'il y a un outil social pour ces entreprises. Et maintenant, en montrant que vous pouvez faire de l'argent avec ça, là, on a fait appel à qui? À des capitaux étrangers, qui ne sont malheureusement pas des capitaux africains, qui sont venus effectivement de l'Europe ou bien des Américains. Maintenant, lorsque ces entreprises, ces multinationales arrivent, qu'est-ce qu'elles mettent en place? Uniquement des aspects managériaux et de la bonne gouvernance. Est-ce que dans les différents pays africains, nous n'avons pas de l'expertise au niveau du management et au niveau de la gouvernance? Vous répondez? Et je pense que, très sincèrement, nous avons. Parce que nous avons quand même pas mal d'Africains qui sont dans les multinationales dans le monde entier. Nous avons pas mal d'Africains qui sont dans la Banque mondiale et également au FMI. Donc, toutes ces intelligences africaines-là peuvent également aider à bâtir bien le tissu économique de chaque pays. Donc, nous avons des ressources pour cela. Nous avons des ressources. La question qu'on va se poser en réalité,
là, peut-être vous avez abordé la première dimension de la réponse, mais en réalité, lorsque vous parlez de capitaux étrangers, il y a une question des cahiers de charges qui parfois sont fixés, qui en réalité existent, mais qui ne sont jamais mis en application. Oui, mais justement, ces cahiers de charges, c'est parce que, tout simplement, quand on veut vendre à des multinationales, on dit que nous prenons votre argent, mais pour que vous fassiez telle chose. Mais cet argent-là que ces multinationales apportent, est-ce qu'au sein des pays africains, nous manquons véritablement de capitaux, M. Tondi? Est-ce que nous manquons des capitaux? Vous répondez. Je pense que nous avons des capitaux pour cela. Puisque la plupart de ces multinationales viennent finalement s'enrichir plutôt dans nos pays africains. Donc ça veut dire que c'est dans ces pays africains que nous pouvons trouver la possibilité de faire fructifier ce que nous avons. Et qu'est-ce qui nous manque? Nous ne manquons pas d'expertise. Nous ne manquons pas également de possibilités. Nous ne manquons pas de ressources humaines qui peuvent faire de la bonne gouvernance. Nous n'en manquons pas. Il faut de la bonne volonté pour chacun d'entre nous. Et il faut des visionnaires, notamment à la tête de nos pays, et pour choisir les différentes personnes. On n'en manque pas, je le dis. On n'en manque pas. On va aller de l'autre côté pour prendre un chef d'entreprise qui en réalité parle justement de cette problématique des privatisations comme une manière de l'Occident en réalité de toujours continuer à tenir les pays africains sous le bottes, en fait en règle et bien dressés pour récupérer argent et richesse. Monsieur Eteki William. Oui, je suis René Eteki. Je suis ingénieur et chef d'entreprise. Pendant plus de 12 ans, j'étais le président patronal du syndicat des travaux publics et bâtiments. Qu'est-ce que c'est la privatisation? Pour qu'il y ait privatisation, il faut d'abord propriété publique. Vous savez que dans le monde, pendant longtemps, il y a deux types d'économies. L'économie dite soviétique, c'est-à-dire communiste, marxiste et tout ça, et l'économie dite libérale, capitaliste couramment. Nous, depuis l'indépendance, parce qu'on a été colonisé par les Français qui ont une économie libérale, nous avons opté, on ne nous a pas demandé notre avis, pour l'économie libérale. Sauf que dans le fonctionnement de notre économie plus ou moins gérée par nos anciens colonisateurs, la France et autres, on a fonctionné comme une économie soviétique. Voilà la première contradiction fondamentale qui pose problème aujourd'hui dans ce que vous appelez privatisation. Donc pour qu'il y ait privatisation, il faut qu'il y ait un produit public. Bon, dans l'économie libérale, et la vocation d'un État, ce n'est pas de s'occuper des entreprises, ni de l'industrie, ni quoi que ce soit, mais c'est d'arbitrer, de gérer et d'animer. Bon, et de défendre les intérêts de tous les Camerounais dans ce secteur-là. Mais nous étions dans le cas libéral, mais c'est nos États qui faisaient toutes les grandes entreprises. Et les premières entreprises étaient dites des entreprises de développement, c'est-à-dire surtout dans le secteur agricole et primaire. On disait qu'on faisait surtout des produits de base, que les autres ailleurs, en Europe et en Amérique, transformaient et venaient nous les revendre. Mais même ces produits de base d'ailleurs n'étaient pas notre propriété, puisque le sol n'était pas toujours notre propriété. Donc, voilà donc le premier problème qui se pose dans la privatisation, c'est qu'on privatise pourquoi, alors que le Cameroun est un pays libéral. Pourquoi c'est l'État au Cameroun qui a pris le rôle d'être l'entrepreneur, l'industriel, l'agronome et autres? L'État. C'est comme l'État, il y a notre règle chez nous dans les lois foncières qu'on appelle le domaine national. Il n'y a pas de personne qui naisse au monde sans savoir d'où il est. Il n'y a pas de terre qui n'appartient pas à une personne. Mais nous, chez nous, l'État a décidé que la terre qui n'a pas été immatriculée sans titre foncier, c'est le domaine national. Le domaine national, ça veut dire que c'est acquis. Il y a le domaine privé de l'État, le domaine public, il y a le domaine privé des mairies, des communautés, et le domaine privé des individus et des groupes d'individus. Mais le domaine national, ça ne veut rien dire. Ça, c'est la loi de 1974. Je reviens donc maintenant à la privatisation. Les impôts qui travaillent et autres. Créer une usine avec des fonds publics, quand vous la vendre, parce que privatiser, c'est vendre. Hein. Quand tu veux la vendre, il faut que tous les propriétaires soient d'accord et que tous les propriétaires récoltent
le revenu de cette vente-là. Donc, voilà que nous faisons une économie soviétique. Parce que les 10 premières années du Cameroun, il y avait tous les grands projets, sans compter les projets de développement, genre, comme les projets de souveraineté, genre l'énergie, la Sonel, on a connu, la SNEC. Chez nous, moi je me lève ce matin, il n'y a pas d'eau au robinet, on a coupé l'électricité. Donc voilà, projet de souveraineté. Les problèmes, par exemple, comme l'énergie, ne peut pas, doivent être gérés par l'État qui est censé maîtriser et protéger les intérêts de sa population. Bon, mais chez nous, très vite, l'État est devenu d'intérêt individuel de groupes d'individus, d'où épervier aujourd'hui. On a donc fait des grands projets, mais l'actionnaire principal était l'État. Pourquoi? Alors, la souveraineté des États africains, c'est elle qui est mise en question, monsieur Gabriel Godet. Non, ça, il faut le dire de façon véritablement claire. Et ça, c'est quand on a mis dans la tête des pays africains que ces entreprises-là, vous ne pouvez pas les gérer vous-même. Alors effectivement, attendez que les gens viennent de l'extérieur pour vous aider à les gérer. Quand nous-mêmes les Africains, nous avons aussi intégré cela, et finalement, nous ne donnerons pas l'expertise que nous avons en nous. Et même les moyens financiers dont nous disposons au sein de notre continent, nous ne pourrons pas... Vous dites qu'il y a des moyens financiers, justement. Mais bien sûr, bien sûr. La preuve, lorsque certaines de ces missions nationales viennent s'installer dans nos différents pays africains, où est-ce qu'elles font l'appel à capital? Très souvent, c'est les banques nationales, les banques locales. Qui sont sur liquide d'ailleurs. Qui sont sur liquide. C'est vers ces banques-là qu'elles se tournent pour avoir de l'argent. Donc, ça veut dire que si les nationaux ont le patriotisme économique dont monsieur le professeur a parlé tout à l'heure, étaient dans les mêmes dispositions d'esprit, alors ça se passerait très bien. Vous avez un cas au Sénégal, par exemple, où lorsque le groupe Orange est venu acheter la Sonatel, les Sénégalais, ils ont dit, nous ne vous donnerons pas la majorité. Nous gardons la majorité avec 51% et vous avez les 49%. Et grâce à cela, c'est un Sénégalais qui est directeur général de la Sonatel. Et donc, la grande partie des bénéfices qui est fait reste effectivement au Sénégal. Alors, monsieur le député Ngani Yassine, comment parvenir à cela? C'est vous les politiques. Apparemment, en Afrique, vous êtes prêts à tout vendre. Hein? Non, mais je pense que je suis d'accord. Hein. Je crois qu'on a eu à commettre des erreurs. Lorsque nous avons fait les privatisations, nous avons donné très peu de place aux opérateurs locaux, aux opérateurs nationaux et à nos populations. Je pense qu'on aurait pu, de façon tout à fait raisonnable, garantir un pourcentage suffisamment important pour avoir le contrôle des conseils d'administration et le contrôle des décisions. Et comme dit le professeur, je pense qu'aujourd'hui, les Africains, lorsque l'opportunité leur est donnée, peuvent arriver à des résultats extrêmement performants. En tout cas, dans le secteur pharmaceutique, nous en avons fait la preuve. Une société de distribution, en gros, des médicaments a été mise en place par les pharmaciens qui ont mutualisé leurs moyens et qui se sont associés. Donc les pharmaciens de 10 pays africains se sont associés et ont mis en place une société pharmaceutique qui fonctionne de façon excellente et qui est en croissance depuis une quinzaine d'années. Ça montre bien que lorsque on mutualise nos efforts, on peut arriver à des résultats très performants. On peut arriver à des résultats très performants, c'est avec, à moins que M. Chandende Henzoun, vous vouliez ajouter quelque chose dans le cadre de cet appel à la mobilisation, parce que c'est de ça dont il est question, pour que les Africains en réalité sachent qu'ils ne doivent pas se faire gérer par d'autres. En fait, il y a un ensemble de principes qu'il faut appliquer pour espérer voir les Africains aller vers le développement. Dans ce sens que quand vous regardez d'autres pays qui sont généralement assez pauvres, il y a le principe de la ponctualité au travail. Les gens vont au travail, ils savent qu'ils doivent travailler de telle heure à telle heure pour un rendement précis. Et quand il fait ce travail, comme deuxième principe, il le fait consciencieusement. Donc il y a l'éthique et la déontologie. Le troisième élément, c'est la primauté de l'intérêt général à l'intérêt individuel.
Artisans et même particuliers. Oui. Quatrième règle, on constate qu'il y a une primauté de la loi sur tout. Toutes les opérations que l'on fait, on veut le faire comme la loi l'exige. Et quand il y a la loi, on donne ce que l'on dit le respect des normes hiérarchiques. Chaque fois qu'il y a un conflit, c'est la norme supérieure qui gagne. Et ils ont, comme cinquième principe, le sens de vouloir organiser. Et chacun à son niveau cherche à connaître tout d'abord son travail. Septièmement, il cherche à maîtriser. Et chaque fois qu'il a l'occasion de pouvoir placer quelqu'un, il place la personne la plus compétente qui existe. Il ne fait pas dans le copinage. Non. Il ne va pas prendre son fils, un neveu, mais à compétence égale, peut-être que des éléments discriminatoires peuvent venir. Mais quand clairement on voit que son fils n'a pas les aptitudes à diriger un service, on ne le place pas. Ça, vous allez trouver dans les pays soi-disant nantis que ces principes, ce sont des principes que la majorité des individus appliquent au quotidien. Mais quand nous arrivons chez nous, c'est à peine une minorité qui ne fait pas 20% de la population qui applique ces règles. Et le résultat, nous avons tous les désordres que nous pouvons décrire et les étrangers nous regardant, ils disent en bon, ils sont en train de s'aimer la zizanie. Quand ils viennent, ils le récupèrent, ils appliquent les mêmes principes, ils ont des résultats et les dividendes, ils retournent chez eux. C'est bien dit. Alors, je crois que, professeur, là, c'est franchement, c'est pas de l'autoflagellation, hein. C'est de la vérité, ça. Dans les règles, hein, les canons du fonctionnement des groupes civilisés, organisés, qui vont vers le développement. Bien entendu. Il ne suffit pas, n'est-ce pas, de prendre la direction des entreprises. Encore faut-il mettre les règles déontologiques, gérer les entreprises comme la déontologie managériale l'exige. Et si nous gérions nos entreprises comme la déontologie managériale l'exigeait, il n'y aurait pas de problème. Il ne me semble pas que dans les veines du blanc coule un sang différent du nôtre. Nous avons le même sang. Le problème, c'est que culturellement, nous avons perdu pied et nous avons du mal à reconnaître que lorsque on applique les règles, lorsqu'on respecte les règles, il y a de fortes chances qu'on ait des résultats. Merci bien. Et c'est avec ça qu'on va aller prendre la transition ou la page publicitaire de l'autre côté. Tout à l'heure, on va parler de l'enseignement supérieur, de l'avenir de cet enseignement supérieur, toujours en Afrique. La page publicitaire. ISGTE, Institut supérieur du génie thermique et énergétique. ISGTE, c'est une école de formation professionnelle dotée d'un cadre idéal qui obéit aux normes internationales. Des salles de classe standard, des toilettes modernes et confortables, un secrétariat bien équipé. Offre aux étudiants, à savoir BTS en installation sanitaire, option plomberie. BTS, froid et climatisation. BTS thermique et énergie. BTS, électrotechnique. BTS maintenance des systèmes informatiques. BTS, réseau et télécommunications. ISGTE, mais également une infirmerie à la disposition du personnel enseignant et des étudiants. ISGTE est basé à Douala, Cameroun. Infolive. Guinea Equatorial, por todas partes en el mundo. Y todo sobre este país que crece día a día. Es sobre su sitio oficial en línea,
el sitio del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. www.guineaequatorialpress.com. Actualidades, fototecas y videotecas, motor de búsquedas, lazos útiles y contactos. En un clic, usted tiene todas las informaciones que necesita sobre Guinea Ecuatorial. El gobierno e instituciones, Guinea Ecuatorial en cifras, viajar a Guinea Ecuatorial, deportes, música, cultura y muchos otros centros de interés. Guinea Ecuatorial, tal como avanza cada día, minutos tras minutos. Es sobre www.guineaequatorialpress.com. El sitio oficial del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Depuis 30 ans, SOS Sahel poursuit les mêmes objectifs sur le terrain. L'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, tout en respectant l'environnement. SOS Sahel met tout en œuvre pour reverdir le Sahel. Mais ce projet ne se fera pas sans vous. Donnons aux Sahéliens les moyens de leur développement. Alors, retour sur ce plateau, on a retenu avec M. Chandende Nzoun de la République démocratique du Congo la règle de la ponctualité et que peut-être les Africains, parce que le temps en Afrique il est élastique, on en perd tellement qu'on ne sait pas que le temps c'est de l'argent. On va parler de l'enseignement supérieur, on va d'abord aller dans le golfe de Guinée, on va aller voir là-bas un institut universitaire qui en réalité fait dans la coopération internationale, c'est ça avec son président, directeur général, on va débattre tout à l'heure pour voir les valeurs qu'il faut avoir pour cet enseignement, parce que ce sont ces valeurs que dont vous avez fait allusion tout à l'heure. On va d'abord prendre cet extrait. Oui, merci infiniment à Afrique Média pour la parfaite couverture de notre événement de remise des parchemins. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée couvre la sous-région d'Afrique centrale, d'où son nom Golfe de Guinée. Dans notre sein, dans notre institution, nous avons un rayonnement sous-régional. Nous travaillons avec le gouvernement du Cameroun. Et d'ailleurs, pendant la cérémonie de tout à l'heure, vous avez vu que quelques étudiants ont eu la prime d'excellence du chef de l'État camerounais. Nous travaillons avec le gouvernement de la République du Congo. Et je profite de votre antenne pour remercier infiniment l'État du Congo qui nous fait confiance. Cette année, nous allons recevoir 30 boursiers de l'État du Congo. Ils sont attendus au campus. Et nous avons été déjà saisis par le ministère de l'enseignement professionnel du Congo qui nous a envoyé le nom des 30 boursiers de l'État. Nous avons déjà trouvé des chambres pour ces étudiants qui viendront du Congo. Et toujours, en termes sous-régionaux, nous travaillons avec des étudiants venus du Tchad qui viennent pour leur propre compte, des étudiants qui viennent de la République centrafricaine et des étudiants qui viennent du Congo. Donc, d'année en année, notre dimension sous-régionale s'affirme de mieux en mieux et cela est à dessein et ceci nous a même déterminé quand il a fallu passer de complexe scolaire ERG ISA, complexe scolaire École supérieure de gestion, Institut supérieur des technologies avancées, Institut supérieur des sciences appliquées. Nous avons fédéré toutes ces institutions en une seule qui est plus représentative en termes géographiques, Institut universitaire du Golfe de Guinée. Et les acquis s'enracinent de plus en plus, dans la mesure où de plus en plus nous avons et des étudiants camerounais, nos effectifs progressent de manière significative. Nous avons des étudiants de la République du Congo, là aussi les effectifs vont croissant et de plus en plus donc nous ancrons, nous enracinons les acquis pour davantage mériter la confiance et des pouvoirs publics qui sont les prescripteurs et des parents et surtout des entreprises. Parce que nous Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne forme pas beaucoup plus des chômeurs en Afrique? Monsieur Golé Gabriel, c'est là qu'on est tenté de se poser cette question. Bon, il faut dire que, premièrement, quand les institutions universitaires forment, elles ne forment Nous sommes pas... en temps de rentrée académique. Hein? Oui, elles ne forment pas des chômeurs. Mais le problème qui se pose, c'est cette inadéquation toujours entre les contenus académiques
et ce que les entreprises recherchent sur le marché. C'est là où le bas blesse encore. C'est pour ça que finalement, on va dire qu'elles sont en train de former des chômeurs. Mais au moins, il y a quand même quelque chose de positif qu'aujourd'hui, l'offre universitaire est de plus en plus abondante en Afrique. Et ça fait en sorte qu'il y a de moins en moins quand même d'étudiants africains qui vont chercher, on va dire, l'Éden, soit au Canada, soit en Amérique, soit en Europe. Parce qu'il y a quand même une certaine offre universitaire ici. Qui cadre avec les réalités du marché ou de la demande, hein, parce qu'il y a une demande en réalité en fort sur le terrain, professeur Duatu. Il me semble que nous ne formons pas forcément des chômeurs. Parmi nos étudiants, certains seront des créateurs d'entreprises. D'autres seront salariés dans d'autres entreprises. Et puis, il y aura certainement d'autres encore qui, malgré le niveau de formation qu'ils auront, ne pourront pas trouver emploi. C'est ça, la société, elle est ainsi faite. Mais il me semble Qu'est-ce qui est plus urgent, en fait, former des gens pour aller travailler dans des bureaux, l'administration, ou alors former des créateurs de richesses, des entrepreneurs? Je pense que nous formons d'abord des citoyens. Il faut d'abord, avant de former le salarié, de penser au salarié, il faut penser aux citoyens. Quelqu'un qui est capable de comprendre l'environnement dans lequel il se trouve sera beaucoup plus à même de se mouvoir. N'oublions pas que nous sommes dans un environnement de globalisation. Et ce n'est pas parce que nous sommes formés au Cameroun, ou au Tchad, ou en Tunisie que nous allons travailler en Tunisie. Nous sommes formés pour le monde, parce que nous vivons dans un monde global. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui est formé et qui n'a pas d'emploi, à quelqu'un qui n'est pas formé du tout. Je vous rappelle que les pays comme le Japon ont tablé sur 100% de Japonais formés. Il me semble qu'il n'y a pas, il y a moins de 20 ans, un ministre français décrétait qu'il fallait 80% d'une tranche d'âge au bac. Ça veut dire que ces pays-là ont compris qu'on ne pouvait se développer qu'en ayant des gens formés. Des gens bien formés. Alors, Chandende Ezun, République démocratique du Congo, vous percevez le problème de la même manière? Oui, on dit le hasard ne profite qu'à ceux qui se sont préparés. Je crois que l'université ne forme pas à proprement parler de techniciens pour un travail spécifique. On lui donne des connaissances de telle manière que là où il arrive, même si les premiers jours, il ne sait pas donner le rendement attendu, mais dans les 2 mois, 3 mois, un universitaire s'adapte. Parce que généralement, ils occupent de fonctions, soit de direction, soit de collaboration. Et on sait que même quand vous êtes engagé dans une société, on vous donne un temps d'observation. Et ce temps d'observation est généralement de 6 mois. Pour ce faire, ce que l'on doit demander aux universités, c'est de transmettre les connaissances et aux étudiants de maîtriser ces connaissances pour qu'un jour ils puissent prester. En paraphrasant ce que l'on nous donne comme je suis chrétien catholique, on dit pourquoi Dieu vous a créé. Dieu nous crée pour que nous puissions tout d'abord les connaître. Donc il faut avoir les connaissances. Pour l'aimer, quand vous l'aimez, enfin vous pouvez prester pour lui. Et quand vous prestez pour lui, vous pouvez attendre un salaire. Le salaire pour les chrétiens, c'est la vie éternelle. En ramenant ça sur le plan du travail, oui. Quelqu'un doit tout d'abord connaître son travail. Les connaissances, c'est l'université qui lui donne. Dans la suite, il doit maîtriser. Et quand il a maîtrisé, qu'on lui donne un travail, il doit aimer ce travail. Il va prester en appliquant avec maîtrise. Il aura un salaire pour lui et l'État va en bénéficier. En définitive. Et le peuple aussi, et le monde d'ailleurs, parce que le professeur a parlé de globalisation. Je vais peut-être vous permettre d'agir dans ce même cadre, parce que en réalité, vous êtes en train de mettre sur la place africaine une plateforme
dans le domaine de la pharmacie et un conseil africain de la sous-région Afrique centrale s'est tenu. On va peut-être aller de l'autre côté, suivre un extrait on va suivre tour à tour un responsable camerounais, un responsable congolais dans ces extraits au niveau du travail qui se fait dans la pharmacie et le médicament. Ben écoutez, c'était dans une ambiance conviviale, c'était une ambiance sympathique, c'était une ambiance confraternelle. Les confrères du Gabon, les présidents des ordres des syndicats du Gabon, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Tchad étaient venus et ont été très enthousiastes pendant tous ces travaux. Ils ont été contents de l'accueil réservé par l'ordre du Cameroun qui organisait, l'ordre national des pharmaciens du Cameroun qui organisait cet événement. C'est pour dire que nous partons d'ici assez heureux au moment où nous terminons ces travaux. Nous nous sommes rendus compte que nous avions les mêmes problèmes partout. Ce sont des problèmes liés au respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle, des problèmes liés aux faux médicaments. Nous avons des problèmes qui sont liés à l'exercice illégal de notre profession dans tous ces pays-là. Et je dirais d'autres problèmes que nous avons identifiés. Et pour les affronter, il faut des solutions communes. C'est pour cette raison que nous avons parlé de mutualisation des moyens, mutualisation des compétences pour affronter les difficultés que nous avons et qui font qu'aujourd'hui nos populations sont confrontées au fléau des faux médicaments. Le premier objectif, c'était de la création de la plateforme. Les statuts ont été adoptés. Le deuxième, c'est qu'il fallait partir d'ici avec un exécutif. Nous l'avons. Et je suis heureux de vous annoncer que c'est le Cameroun qui va abriter le siège de la plateforme et qui va présider la plateforme. Notamment, c'est le président de l'ordre, Thérèse Abon, qui va présider la plateforme pendant 3 ans. Et le secrétaire général de l'ordre national des pharmaciens du Cameroun sera le secrétaire permanent de la plateforme des organisations professionnelles pharmaceutiques de l'Afrique centrale. Et ça, c'était important. Dans le souci permanent des organisations professionnelles pharmaceutiques de faciliter l'accès des populations aux médicaments et aux soins de qualité, objectif du millénaire pour le développement, une assemblée générale constituée de la plateforme des organisations professionnelles pharmaceutiques d'Afrique centrale, en abrégé POPAC, s'est tenue à Douala le 27 octobre 2012. Les travaux ont eu lieu dans la salle des conférences de Laborex Cameroun. Y ont pris part les délégations du Gabon, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Tchad et du Cameroun. Il faut noter la participation de l'OCEAC en qualité d'observateur. La plateforme s'est fixé 4 objectifs, à savoir la lutte contre la vente illicite des médicaments, la promotion de la formation, la promotion de la production pharmaceutique locale, la promotion de pôles de qualité de production des médicaments serait mieux coordonnée vu les spécificités communes à nos pays. La POPAC est dirigée par un bureau exécutif dont les membres élus sont les suivants. Présidente, Dr Abong Bemba Thérèse du Cameroun. Vice-président, Sandende Enzu Loberi, la République démocratique du Congo. Alors, des défis énormes pour la pharmacie en Afrique, surtout la question du médicament. Honorable Ingani Yassen du Congo. C'est un défi exaltant. Il est exaltant parce que je vous ai dit, le médicament est un des trépieds importants de la santé publique. Et aujourd'hui, régler les problèmes de la santé publique, c'est accroître les capacités de croissance de nos différents pays. Et pour faire une transition avec le sujet, le reportage que nous avons suivi auparavant, nous souhaitons vivement qu'au niveau de la sous-région, nous puissions avoir une école de pharmacie, un centre de formation des métiers de la pharmacie qui puisse être de grande qualité. Et pour qu'il soit de grande qualité, naturellement, il faut que nous mutualisons nos efforts
et que l'on ne puisse pas voir, comme on voit souvent dans chacun des pays, des centres de formation qui n'ont pas suffisamment de moyens. Mais en même temps, nous souhaitons lutter de façon extrêmement énergique, faire un plaidoyer auprès des autorités de façon à ce qu'on puisse lutter de manière extrêmement énergétique contre ces faux médicaments, contre ces donneurs de la mort et en même temps développer des secteurs, des filières des métiers de la pharmacie comme la biologie médicale, également comme l'industrie pharmaceutique à vocation sous-régionale. C'est donc là, je pense, des missions extrêmement nobles, extrêmement fédératrice, extrêmement exaltante. En tout cas, la vocation de Afrique Média, elle est panafricaine. Vous pouvez vous rassurer que sur ces préoccupations-là, notre ligne nous engage très profondément. Et je vais vous permettre d'aller en en Guinée équatoriale, précisément. Guinée équatoriale, le pays n'est pas très content depuis un certain temps, ça fait 2 semaines aujourd'hui, d'un certain Daniel Lebecq. Daniel Lebecq, c'est celui-là, il est le président de Transparency International de France. En réalité, la Guinée équatoriale l'accuse de diffamation dans le dossier des biens mal acquis. On va d'abord aller suivre ce reportage pour voir comment cette actualité a évolué cette semaine. Dans le cadre de l'affaire Daniel Lebecq, République de Guinée équatoriale, le juge d'instruction de Malabo a auditionné le lundi 22 octobre 2012 M. Philippe Baril, vice-président exécutif et membre du conseil d'administration de l'entreprise Technip. Ce dernier est soupçonné de receler des affaires illicites de M. Lebecq. Il se dégage de cette audience que Daniel Lebecq est actionnaire dans cette entreprise dont il est administrateur et président de la commission de contrôle des comptes depuis 10 ans et totalisant 400 des 110 millions de parts de la dite entreprise. La justice équato-guinéenne soupçonne le pseudo-entrepreneur d'avoir profité de son statut auprès de cette entreprise, en plus de s'enrichir illicitement pour estorquer l'État guinéen dans le but de masquer toute recherche sur ses pratiques hors la loi. Le 16 octobre dernier, dans un autre communiqué officiel, la justice équatorienne informait l'opinion nationale et internationale que l'Organisation internationale de police criminelle Interpol et les corps de sécurité de l'État équato-guinéen ont reçu un mandat d'arrêt contre l'entrepreneur français, désormais fugitif. Plus tôt le 4 octobre 2012, Malabo avait diffusé des informations annonçant la mise en examen de Daniel Lebecq en sa qualité de président de Transparency International France suite à la plainte pour diffamation déposée contre lui par Théodorine Guéma Obiang Mangué, deuxième vice-président et ministre de la Défense de la République de Guinée équatoriale. Alors voilà un pays qui a encouragé la recherche dans les sciences de la vie, les pharmaciens, vous êtes encore là, mais qui en réalité fait toujours, ou a fait depuis un certain temps, avant de contre-attaquer, l'objet de la saisine des biens des personnalités de l'État vilipendées. Professeur Emmanuel. Oui, le problème des biens mal acquis pose un problème. Il me semble que les biens dont il est question sont en France ou tout simplement en Europe. Je suis surpris de constater que les dirigeants africains sont poursuivis. Les pays qui profitent de ces biens ne sont pas poursuivis. Or, c'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que pour être corrompu, il faut avoir un corrupteur. Donc, j'aurais aimé, n'est-ce pas, que cet avocat porte plainte contre la France pour abriter, n'est-ce pas, les biens mal acquis. À la France, c'est-à-dire que la France doit être poursuivie contre la France. Oui, parce que quand on dit les biens mal acquis et qu'on ne pointe que les Africains, il y a problème. Il y a problème. Donc, la démarche de cet avocat est une démarche qui interpelle les gens qui réfléchissent sur le devenir de l'Afrique. Il me semble que il réside en France. Dans son pays, ces biens, dit-il, existent, mais jamais il n'a porté plainte contre son pays.
En fait, le président de Transparency International, qui actuellement est recherché parce qu'il a un mandat d'arrêt international. En homme politique, le honorable Ingani Yassen, quelle est la lecture que vous donnez à cette actualité? Oui, je voudrais dire de façon plus générale, parce que souvent on est manipulé en africain, s'agissant notamment de la France-Afrique. La France-Afrique, ne nous y trompons pas, c'est d'abord les intérêts de la France. Et ça, toutes les études le montrent. Je vais vous donner un exemple. Le poids de la France comparé à celui de la Chine, en 60, il y a eu un croisement. La France représentait à peu près 22% du commerce africain à l'étranger, l'ensemble du commerce africain, en 60, et ce point n'a fait que décroître. En revanche, la Chine qui part de zéro n'a fait que monter sur l'ensemble de l'Afrique. En revanche, sur la France-Afrique, sur la zone francophone, depuis 60, le poids économique de la France n'a fait que croître. C'est bien la preuve que la réalité, elle est économique et que dans cet espace-là, c'est la France qui tire profit. Alors souvent, on nous distrait les chefs d'État africains et je crois que c'est de la distraction. Et par ailleurs, il y a très clairement de la discrimination. Les pays du Golfe qui investissent énormément, il n'y a aucun pays, aucun chef d'État des pays du Golfe qui est poursuivi. Ça se résume, semble-t-il, essentiellement aux chefs d'État des pays pétroliers et ça donne le sentiment que derrière, il y a comme des intérêts non dits. Alors, on va parler de la fédération tout à l'heure. Est-ce que les États africains peuvent fédérer dans des causes comme celle-là? C'est ça le véritable problème. Daniel Lebec est recherché. Les États africains vont-ils coopérer avec Interpol? Mais normalement, d'abord pour ma part, je voulais dire que moi je tire à boulet rouge sur ces combats politiques et économiques à tête chercheuse. Parce que très souvent, quand on parle de justice internationale et autres, il y a toujours, c'est tout, les dirigeants africains qui sont indexés. Et pourtant, là-bas en France, si vous voyez le train de vie de ces émirs qui viennent des pays de Koweït, de Qatar, tout ça là, est-ce que c'est véritablement leur propre argent qu'ils utilisent comme ça là? Pas du tout. Donc, quand c'est un pays africain, alors vraiment, tous les radars et évidemment tous les projecteurs sont braqués sur eux. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose que la Guinée équatoriale, sur laquelle la Guinée équatoriale n'a pas cédé. C'est la raison pour laquelle la France est en train de faire tout ça là. Le pétrole, c'est ça? Je suis persuadé qu'il y a quelque chose, ça c'est sûr. Un puits de pétrole, ben voilà. Parfois c'est... Forcément. Et aujourd'hui, on indexe le vice-président d'un pays africain. Je suis totalement contre cela. Maintenant, est-ce qu'il faut faire une fédération pour que ça ne doit pas être le cas? Il faut tout simplement dénoncer que cela puisse continuer à se faire. Et qu'on puisse aller regarder également dans les pays du Golfe. Pourquoi il y a bien des gens qui s'enrichissent là-bas également. Et qui vivent avec un train de vie que vous avez évoqué. D'une indécence et d'une insolence que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, M. Chanden Enzon. Bon, je crois qu'il y a deux choses dedans. Il y a tout d'abord la façon dont nous gérons nos pays, que ce soit en Europe, que ce soit ici de manière générale. Les acteurs politiques sont des kleptocrates. Dans ce sens que ce sont des gens qui, quand ils ont quelque chose à portée de main, à prendre, ils le prennent. Mais après, quand ça ne marche pas entre eux, c'est à ce moment-là qu'ils vont amener ça à la place publique. Si les Africains appauvrissent essentiellement leurs concitoyens, mais les Européens nous appauvrissent par toutes les techniques possibles. Quand ils viennent, ils raflent et ils partent avec. Dès qu'ils ne s'entendent plus, c'est à ce moment-là qu'on crie aux voleurs, on crie aux délinquants. Est-ce qu'il faut laisser faire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que les Africains doivent se laisser faire. De la même manière qu'ils amènent à la place publique nos affaires, de la même manière nous devrions amener à la place publique aussi l'ère déviationnisme qu'ils posent chez nous. Merci bien. On va peut-être
aller prendre un dernier élément là-bas. Il s'agit de la crise au Mali, hein, République démocratique du Congo, le Congo. Vous êtes très proche de cette crise-là, en tout cas tous les Africains, parce que actuellement il est question de se poser, en fait on se pose la question de savoir, est-ce la marche vers la guerre? On va d'abord aller prendre ce reportage qui dit bien des choses sur cette situation. Et je dois rappeler que les Chebabs ont continué à détruire la place de l'indépendance à Tombouctou. C'était hier samedi. De ce côté-là, ils avancent toujours en termes de rébellion. D'abord, cet extrait, le reportage. Il était prévu que la CEDEAO dispose de 45 jours pour préciser son plan d'intervention concernant le Nord Mali. C'était sans compter sur l'accélération des événements. Vendredi, la réunion à Bamako des hauts représentants de la communauté internationale avait déjà mis en place les jalons du nouveau calendrier. À commencer par la reprise des coopérations qui avaient été suspendues au lendemain du coup d'État du capitaine Sanogo le 22 mars dernier. Cette reprise envisagée a été confirmée notamment par la France ce lundi. Paris a décidé de reprendre la coopération militaire avec pour objectif immédiat la formation des troupes maliennes qui devront affronter les groupes armés au nord, mais également la fourniture du matériel nécessaire. Un rôle qui se cantonne pour la France à la logistique comme initialement prévu. Cette annonce intervient alors qu'il y a quelques jours, la voie du dialogue semblait rester ouverte. Mais l'arrivée de centaines de combattants djihadistes dans le nord du Mali a visiblement changé la donne. Ces 2 derniers jours, le Moujao, par la voix de son leader, a fait savoir que des combattants en provenance de l'Algérie, du Sénégal et du Soudan les avaient rejoints pour apporter leur aide dans la lutte contre la coalition qui se met en place. Dans des termes sans équivoque, le Moujao a annoncé « Ils veulent la guerre, on va faire la guerre ». Une situation d'autant plus problématique pour la France qu'elle a encore 6 otages aux mains d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et même du côté de l'Algérie, il semble qu'un changement de ton s'opère concernant une intervention armée. Alger, qui avait fait du dialogue un élément essentiel de la résolution du conflit, a laissé entendre suite à une réunion à Washington que la question sécuritaire devenait préoccupante. Si du côté du ministère algérien des Affaires étrangères, on affirme qu'il ne s'agit ni d'une inflexion ni d'un recentrage de la position algérienne, il n'en reste pas moins qu'Alger est beaucoup moins réticente à une intervention qu'il y a quelques semaines. Le plan proposé par Paris prévoirait une opération en 3 actes à partir de janvier. D'abord, une consolidation de la souveraineté malienne sur Bamako, suivie d'une mise en place de plusieurs bataillons maliens sur lesquels les armées africaines et alliées s'appuieront pour la reconquête. Et enfin, après la reprise des grandes villes, la stabilisation suivrait. Néanmoins, pour le moment, personne n'est réellement en mesure de dire si cette intervention sera courte ou si elle s'étalera dans le temps. Alors, on va là, cher panéliste, vous l'avez suivi vers la guerre, mais en réalité, cette guerre-là, est-ce qu'on pourra mesurer les conséquences? Est-ce qu'on mesure déjà les conséquences? Parce qu'en réalité, c'est peut-être le Sahel qui, en réalité, va s'embraser, professeur Emmanuel. Il me semble que les conséquences, elles sont connues aujourd'hui. Et puis, avant de parler des conséquences, les origines de la guerre. Ah, les origines. Les origines. Il me semble que ce sont les Occidentaux qui sont à l'origine de ce qui se passe au nord du Mali. Si la Libye avait gardé, n'est-ce pas, le calme, si le président libyen n'avait pas été renversé, s'il n'y avait pas eu de trouble, n'est-ce pas, en Libye, laissant les armes dans cette région incontrôlée, on ne serait pas dans cette situation. Les Occidentaux qui sont à l'origine de cette situation devraient être les premiers à mettre les moyens pour résoudre le problème. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre les moyens, l'homme politique que vous êtes, du Congo, honorable Ingani Yassine? Mais bien entendu, je crois que le développement de l'extrémisme islamisme dans cette sous-région, parmi les victimes collatéraux, vous avez d'abord les Européens, mais il faut véritablement souligner, je crois que les responsabilités qui a été celle des pays occidentaux, de ne pas tenir compte de la position des Africains sur la crise de la Libye et d'avoir, sans s'assurer de dispositions sécuritaires des pays limitrophes, organisé la dérégulation, la déstabilisation totale de la Libye aujourd'hui. Ce sont effectivement les effets collatéraux de cette situation qui sévit en Libye. Mais il faut espérer que très rapidement le Mali retrouve l'intégrité de sa souveraineté, la cohésion de son territoire. Et comment donc Enzoun de la République démocratique du Congo, justement?
Vous savez, tout ça est compréhensible quand on sait que pour cette communauté entre guillemets internationale, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de boulot. Ah, quand la guerre va offrir le boulot. Oui, ça donne le boulot, ça donne le moyen d'exploiter les richesses de ces pays où on trouve le désordre. C'est ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On a foutu la mer à la Libye, de la Libye, l'onde de choc va vers le Mali. C'est la même logique. C'est pour pouvoir exploiter et vendre les armes. Si ce n'est pas exploiter, c'est vendre les armes. C'est pour des raisons économiques que les Africains vivent cette situation. Alors, très rapidement, on va peut-être dire un mot sur deux actualités africaines et la dernière aux États-Unis, l'élection qui aura lieu aux États-Unis le 6 novembre prochain. Deux actualités africaines. Je veux donner la parole tour à tour au professeur Emmanuel. Il s'agit de cette tentative d'empoisonnement de Thomas Yaye Boni. En fait, on a pris ça comme un coup d'État, un complot. Quelle est la lecture que vous faites? À qui profite le crime? Nous sommes dans un pays où le président est élu démocratiquement, les partis politiques existent, et il me semble que si le président béninois venait à disparaître, les dispositions institutionnelles sont telles que il faut une élection pour élire un nouveau président. Donc son empoisonnement ou la tentative d'empoisonnement pose problème. À qui profite le crime? Pour l'instant, je ne voudrais pas m'aventurer parce que peut-être que la vérité reste à venir. Surtout que 3 proches sont aux arrêts actuellement. Alors, et justement, tout ça là à cause de l'argent. Et surtout, il faut dire que c'est beaucoup plus pour l'intégrité du président Boni Yaye. Et comme cette intégrité-là, elle fait, comment dire ça, elle est en train de combattre certains milieux mafieux au Bénin. C'est donc eux qui ne trouvant plus leur compte aujourd'hui avec cette intégrité du président, sont en train de vouloir le combattre et carrément le monsieur Patrice Talon dont on a parlé, qui sont en train de vouloir que le président ne soit plus là. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le président... C'est l'opérateur économique en réalité qui est suspecté. Exactement. Il n'est plus seulement pour le Bénin, il est aujourd'hui le président de l'Union africaine. Donc, à ce titre-là, vraiment, ce qui a été fait là est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et je pense que nous ne devons pas laisser passer de telles choses. Pendant que Manuel Barroso, c'est José Manuel Barroso, le président de la Commission de l'Union européenne, se trouve dans cette région-là. Alors, le président gabonais Ali Bongo, lui, il décide de résilier le contrat de 200 formateurs dans l'armée du Congo. Est-ce que du Gabon, autant pour moi. Alors, est-ce que la décision dans les réseaux français, il va rester tranquille? C'est une décision de souveraineté. Je pense que c'est une décision de souveraineté. J'imagine que le président gabonais, en toute connaissance de cause, c'est ça aussi la fin de la France-Afrique proclamée par le président. Vous pensez qu'il y a eu rupture à ce niveau? Écoutez, c'est aussi ça aussi la fin de la France-Afrique proclamée par le président Hollande. Donc, et quand on va mettre les rebelles sous ses pieds, comment ça va se passer? Il me semble que les Africains doivent apprendre à dire non. Les Africains doivent apprendre à dire non. Et le président Ali Bongo, s'il a pris cette décision, en homme d'État, il a certainement dû prendre connaissance du dossier, l'entier dossier, avant de prendre cette décision. Et le Gabon doit fonctionner véritablement comme un État indépendant. Il me semble que 50 ans ou 52 ans après les indépendances, c'est parfois choquant de savoir que nous avons des instructeurs militaires dans nos armées pour former. Former quoi? Alors, on espère que tous les États africains pourront aller dans ce sens-là. Gabriel Ngolé. Oui, moi je note tout simplement qu'il y a quand même 2 actes forts que le président Ali Bongo a posés en l'espace de quelques semaines. Le premier était sa visite au Rwanda. Et quand on sait effectivement que le Rwanda était un pays dans la sphère francophone qui est passé aujourd'hui dans la sphère anglophone, et finalement beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce que le Gabon n'est pas aussi en train de glisser pour aller dans cette sphère anglo-saxonne. Et quelques semaines après maintenant, on voit qu'il a le contrat des 200 instructeurs militaires français. Je pose la question,
où va-t-il aller? En tout cas, où vont aller où partent les présidents? Le souhait tout à l'heure, c'était d'être... Je voudrais rebondir sur rapidement sur le problème gabonais. J'ai suivi, c'était une revue de presse dans un média, je ne sais plus lequel, qui posait la question du bien fondé, n'est-ce pas, de cette démarche du président gabonais vers l'anglais. Mais il me semble que même en France, je parle en tant que scientifique, vous avez des congrès qui se déroulent en France totalement en anglais. Si vous êtes incapable de vous exprimer en anglais, on ne vous y invite pas. Donc, en France, oui. Donc ne demandons pas aux Africains de rester, de s'arc-bouter sur le français. Je défends le français, mais le français à côté d'une autre langue, qui est l'anglais. L'anglais est devenu la langue de travail par définition, et on ne peut pas aujourd'hui passer à côté de cette langue qui permet aux gens de se croiser. Alors justement, on va aller aux États-Unis pour sortir et boucler cette émission. Le troisième et dernier débat s'est déroulé cette semaine. On a vu un Barack Obama très offensif, très déterminé, qui d'ailleurs a qualifié son rival et concurrent à la Maison-Blanche de quelqu'un d'incompétent, d'indécis en matière de politique étrangère, de l'économie. Alors, il parle de rhomnésie, c'est une maladie qu'il veut soigner cette fois-ci. Il invite les Américains, en principe, à le choisir comme le médicament contre cette maladie. Professeur, c'est une création, quelque part. C'est une création, mais je ne m'attarde pas sur les propos du président Obama. Je regarde tout simplement le comportement des Africains par rapport à cette élection. Les Africains, lorsqu'ils regardent Barack Obama, ils ont l'impression que ce président sera élu pour eux. Ah, vous vous dites? Je me dis non. Il faut que les Africains soient réalistes. Barack Obama est élu par les Américains pour servir l'Amérique. Si les intérêts américains sont en jeu, Obama ne peut pas défendre le pays qui met les intérêts américains en jeu. Je vous rappelle que le jeune Obama, ou Obama que nous connaissons, le président Obama a découvert le Kenya, son pays, le pays d'où est originaire son père, après avoir été élu président. Donc, il ne me semble pas qu'un voyage présidentiel permet de s'enraciner ou de se sentir plus proche du Kenya. Obama est d'abord le président des Américains et il est là pour défendre les intérêts américains. Alors, M. Chandé de Enzo, vous trouvez quelque chose à gagner là-bas, aux États-Unis, pour l'Afrique, dans ce combat-là? Dans ce combat, on ne peut que tirer des leçons, dans ce sens que même si les gens se battent pour le pouvoir, mais c'est pour servir l'État américain. C'est un exemple que nous devrions suivre quand nous accédons aux hautes fonctions. Il faut savoir défendre les intérêts de son pays. Il faut savoir défendre les intérêts. Vous restez logique avec vos 7 principes, développés un peu plus haut. Gabriel Ngolet, on va terminer avec le politique. Oui. Moi, je pense que, premièrement, lorsque le président Obama commence à parler de Romney en disant que Romney n'est pas bon en politique étrangère, c'est comme on dit en stratégie marketing, il est en train de vouloir mettre une emphase sur l'un des points faibles de son rival. Mais il faut savoir que ce point faible n'est pas déterminant pour l'élection du président américain. Parce qu'on sait très bien que l'ensemble, enfin la grande majorité des Américains, la politique étrangère, ce n'est pas du tout leur tasse de thé. Donc ils élisent un président pour celui qui va s'occuper des problèmes des Américains en interne. La politique américaine, étrangère ne compte vraiment pratiquement pas que pour que dalle quoi. En tout cas, c'est pas leur tasse de thé, vous avez dit. Alors, l'honorable Ingane Gasset, on boucle avec votre intervention. L'Afrique, le regard de l'Afrique dans cette affaire. Oui, mais je crois que dans ces occasions-là, c'est souvent des exemples qui doivent nous édifier et nous servir en termes de valeurs de démocratie, de respect, de tolérance, et elle montre que au-delà des divergences politiques, les politiques de ces pays ont des valeurs communes qui les unissent dans l'intérêt de leur pays, et nous avons, je pense que dans l'intérêt de nos populations, dans l'intérêt de nos nations, à en tirer leçon dans la tolérance.
l'amour entre nous, la démocratie et dans le développement et le partage des valeurs qui doivent être des valeurs, comment dirais-je, inhérentes à l'intérêt de l'Afrique et l'intérêt des Africains. À l'intérêt, quand vous l'aurez dit, on a terminé cette émission. Merci à vous tous, chers panélistes, d'être venus. Vous n'avez pas déçu les Africains, d'ailleurs la place mondiale. On souhaite à ce que vous reveniez souvent et que peut-être on vienne en République démocratique du Congo, en fait toutes les capitales africaines, pour faire ce débat qui est panafricain. Merci d'être venus. Merci aussi à vous qui nous avez suivis très attentivement. Chez vous en Afrique et partout dans le monde, Afrique Média, le monde, c'est ici chez nous. Très bonne écoute ou très bon regard de notre télé. On fonctionne 24 heures sur 24 et l'information est en continu. Bon dimanche et à dimanche prochain. Merci.